Merci Valérie pour, euh, pour ce verre. Grande question pour commencer. Comment on déguste le champagne? Alors moi, j'adore déguster le champagne avec mes 5 sens en fait. Ça commence par le toucher. Je prends ma bouteille. Si elle est à la bonne température, c'est déjà une belle expérience. Ensuite, dans le verre, je l'écoute. Je l'écoute mon champagne, les bulles qui remontent. On ferme les yeux et on colle le verre à son oreille. Et c'est magique. Faites l'expérience. Ensuite, la vue, bien sûr, on le regarde, sa couleur, son jaune pâle, paille, doré, selon son âge, qui peut varier. Et c'est beau, c'est juste beau. Et ensuite, bien sûr, l'odorat. On va trouver les arômes qu'on cherche ou on va découvrir par le nez. Et enfin, la dégustation où en bouche vont exploser les bulles, en bouche vont exploser les arômes et c'est une expérience unique. Voilà, il faut juste la vivre en conscience. Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous. Vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés ou qui projettent de s'installer dans la capitale bavaroise. Je suis Hélène Cunet, fondatrice et dirigeante de l'agence de relocation et de coaching du même nom. Mon métier est surtout ma mission et ma passion, tout mettre en œuvre pour que vous soyez chez vous, ici, à Munich. Aujourd'hui, je rencontre Valérie Atta-Decker. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Decker, le nom de jeune fille de Valérie, n'est pas allemand. Valérie est française, d'origine bourguignonne, et rien ne l'a prédisposée à faire sa vie en Allemagne. Pour savoir comment elle arrive à Munich, il faudra écouter la suite de cet épisode. Quelques précisions avant de poursuivre. Le podcast a été enregistré il y a environ 3 semaines à Schäftlarn, en pleine campagne, non loin du lac de Starnberg. Pour ceux qui sont très attentifs, c'est une des destinations proposées comme balade VDT par Nicolas dans un des derniers épisodes sortis. Revenons à nos moutons. Comme vous l'avez certainement compris, nous allons parler de champagne et j'espère que ce sujet ainsi que le parcours de vie de notre invité vous permettront de passer un agréable moment pendant ces temps troublés. Je pense fort à vous. Avec Valérie, on parle de ses débuts en France, de son installation en Allemagne, prévue initialement pour 3 ans, mais qui se prolonge depuis 15 années au jour d'aujourd'hui. On parle de sa vie de maman, d'intégration, de reprise d'études, mais aussi de création d'entreprise. J'ai passé un moment particulièrement agréable avec Valérie et j'espère que cette histoire pourra vous motiver à trouver, vous aussi, votre voie dans un contexte souvent vu comme un carcan quand on décide de suivre son conjoint muté ou qui habite à l'étranger. Valérie a su transformer cette expérience d'expatriation en une extraordinaire opportunité pour créer un job sur mesure qui la passionne et qui lui permet de s'occuper de ses enfants en travaillant comme et quand elle veut. On parle d'oser, d'aller vers ce qu'on aime, pas à pas, de manière peut-être inconsciente, mais grisante, et de l'énergie démultiplicatrice de la passion. C'est un message qui m'est cher, et c'est ce qui m'anime dans mon métier d'accompagnement. Je m'arrête là pour l'intro, et je laisse place à ma conversation avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Hélène. Merci de me recevoir chez toi. Merci d'avoir pensé à moi. Et puis de m'avoir permis de m'aérer de la ville. Enfin, ça fait toujours du bien. Je le sais, mais sortir, tu vois, c'est quelques kilomètres et tout de suite se retrouver à la campagne, on a vraiment l'impression d'être ailleurs. Ouais, on est bien dans notre campagne, c'est vrai. Et en plus, on est dans un superbe décor, entouré de bouteilles de champagne, très cosy, avec du bois. Et donc, tu me dis, c'est ton caveau à dégustation. C'est ça, qui est tout neuf. Je l'ai inauguré cet automne et je suis ravie de ma pièce avec les grands-parents qui nous regardent là-bas, avec les vignes aussi qui sont en face de nous, sur le mur. Mm-hmm. Voilà, nos vignes à Chavaux-Courcourt. Alors, comme on l'a peut-être compris, on va parler de champagne. Mais avant, comme d'habitude, moi j'aime bien revenir aux origines. Et donc la première question, tu n'y couvras pas, c'est d'où tu viens, où es-tu né?
Alors, moi, je suis bourguignonne, en fait. Je suis née à Sens. Et toute ma famille vient de la Bourgogne, mais celle du Nord. Celle, non pas des vignes, mais celle des forêts. C'est le Morvan. On a les plus beaux bois de France, on va dire. Et pour les champignons, c'est super. Bon, pour le vin, c'est moins bien. Mais pour les champignons, on est bien dans le Morvan. Voilà. Okay. Oui. Mais l'autre partie de la Bourgogne, pour le vin, c'est pas ça. mal aussi. Je descends régulièrement un petit peu plus bas. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc je viens de Bourgogne. J'ai fait mes études dans le nord de la France, en fait, une école de commerce international, où j'ai rencontré mon futur époux. Et excuse-moi, je t'interromps. Et quand tu choisis de faire des études de commerce, tu as déjà une idée précise de ce que tu veux faire ou... J'ai pas d'idée précise, mais j'ai la bougeotte. Donc j'ai envie de partir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de parler des langues. Et je suis à cette époque hispanophile, complètement hispanophone. Donc je fais mes stages, j'en profite pour faire des stages en Argentine, à Cuba, à Londres aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aime, et bouger, découvrir des pays, des cultures. Donc c'était vraiment l'idée, ouais. Et en arrivant à l'école, donc je suis tombée sur ce jeune homme, ce charmant jeune homme qui était, lui, germanophile. Ah. Ok. Voilà, donc ça peut changer des choses. Mais pas allemand pour le coup. Pas allemand du tout. Une attirance pour l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Il avait fait, lui, des stages et Erasmus en Allemagne. Et c'était son truc. J'avoue que c'est pas ce qui m'a atterré chez lui. Il avait beaucoup d'autres choses pour lui. Donc là, tu le rencontres pendant les études et après, donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous restez en France ou vous partez en Allemagne ? Tu travailles dans quel domaine ? Oui, on reste dans un premier temps en France, en fait, même si on a fait le choix de mettre sa carrière en avant. J'ai pu quand même développer mes compétences de commerce international, notamment dans les achats. En fait, j'ai occupé plusieurs postes de responsable d'achat dans l'industrie, cosmétique, aéronautique, un peu dans tous les domaines. Et comme on bougeait tous les 2 ans, en France, on a fait beaucoup de villes en France et à La Réunion aussi, tous les 2 ans à peu près, je changeais. Et dans ce même laps de temps, nous avons eu quelques enfants. Et tu avais du mal à chaque fois à retrouver un travail ou ça allait comme vous restiez justement en France ? Ça se passait bien, j'ai fait beaucoup d'intérim à l'époque et j'ai eu la chance de tomber sur des très belles missions, donc c'était plutôt bien, ouais. Et donc, à un moment donné, vous allez vous retrouver en Allemagne. Alors, mais ça se passe, vous partez à l'étranger avant ou comment ça se passe, en fait, ce déménagement ? Non, après avoir fait toutes ces villes en France, un jour, il me dit on me propose d'aller en Allemagne. Alors là, je fais un blanc. Et puis finalement, j'ai pas mis trop de temps à dire feu, on y va, quoi. La curiosité est là. J'aime découvrir, c'était pour 3 ans, donc j'ai dit pourquoi pas, on y va, quoi. T'aurais préféré l'Espagne, c'est ça ? Ça m'aurait bien plu, l'Espagne, j'avoue. Mais je sentais le défi moins important avec l'Espagne. Mais non, mais c'était une superbe découverte et j'avais envie d'aller découvrir. Je suis curieuse avant tout, donc fallait que j'aille voir ça. Et puis élever des enfants dans un contexte multiculturel, ça me plaisait comme idée, en fait. Et ça a tout de suite été Munich ? On s'est tout de suite retrouvé à Munich, ouais, un contrat de 3 ans qui s'est transformé en 6 ans. Et puis après, on s'est retrouvé 2 ans à Düsseldorf et on est revenu en Bavière. Le hasard nous a ramenés en Bavière. Voilà, donc on est arrivé, je ne parlais pas un mot d'allemand. J'avais 3 jeunes enfants. La troisième avait 1 an, l'aîné avait 5 ans. Donc on a fait le choix de les mettre au kindergarten du quartier pour qu'ils plongent directement dans la culture. Je me souviens d'eux les premières semaines avec des yeux ahuris d'être dans ce nouvel environnement. Et puis à Noël, ils chantaient déjà les chansons de Noël en allemand. Donc ça y est, c'était gagné, quoi. Ça m'a permis aussi de découvrir les gens de mon quartier. J'ai eu la chance de tomber sur une jeune maman qui parlait bien même le français. Et donc, au début, ça m'a évidemment bien aidée. Et puis, elle m'a aidée à apprendre l'allemand. Et on est toujours amis au bout de 15 ans. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années. Hein, on est arrivé en Allemagne en 2005, oui. Ok, déjà. Et oui. Et donc, on y était pour 3 ans, voilà, comme quoi. Mais ça, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis d'avoir choisi de placer les enfants dans le système allemand et puis toi d'avoir voulu te mettre tout de suite à la langue parce que je pense que ça aide vraiment à s'intégrer et à se sentir bien dans son nouvel environnement. Ça demande des efforts, mais... Oui, alors je ne pouvais rien faire toute seule au début parce qu'en fait, c'est vrai que je voulais apprendre l'allemand et j'ai fait ce choix de dire non, je parle pas anglais.
parce que je savais que ça pouvait être un piège. Donc j'ai fermé le tiroir de l'anglais et j'ai dit là il faut vraiment s'y mettre. Alors j'ai eu la chance aussi de rencontrer certains membres de Munich Accueil, l'association pour les francophones, et ça m'a bien aidé au début parce que on se trouve quand même un peu seul au monde. Donc pour retrouver un petit peu de vie sociale, c'était quand même pas mal. Et puis c'est vrai qu'après c'est dans mon quartier que ça s'est joué, quoi. J'ai eu la chance aussi de rencontrer une petite mamie, ma voisine de 90 ans, qui était ravie de me voir arriver et qui voulait absolument me donner des cours d'allemand. Alors, dès que mon bébé de 1 an était en sieste, pendant que les 2 autres étaient au kindergarten, eh bien, j'allais chez la voisine et elle me faisait lire des livres en allemand. Un très beau souvenir. On passait un bon moment, un bel échange ensemble, et elle me faisait travailler, elle me donnait des devoirs. Donc c'était plutôt sympa. Et donc tu as appris comme ça, parce que j'allais te demander, tu as pris des cours dans un institut ou c'était avec ta voisine, sur le terrain? Vraiment beaucoup plus sur le terrain. J'ai eu quelques cours en institut, mais qui m'ont, je trouve, moins apporté que ces contacts finalement, quoi. Donc tout s'est joué vraiment sur la vie de quartier, les contacts. Et c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas rester en circuit franco-français, et je voulais vraiment qu'on s'intègre. Et je savais que ça passait par la langue, donc il fallait y aller, quoi. Et vous étiez à Munich à ce moment-là, ou vous étiez déjà un peu à l'extérieur, On était dans le quartier de Forstenried, donc sud-ouest, et on était bien. C'était vraiment un quartier très très agréable. Ouais. Donc pas très central. Non, mais je pense peut-être à la différence avec une vraie vie de quartier, parce que quand tu es dans le centre, je pense que c'est un peu plus difficile de connaître tous ses voisins. C'est pas la même... Sûrement, beaucoup moins. C'est vrai qu'on est arrivé, on a été très surpris d'avoir une voisine qui a débarqué à la maison avec un énorme gâteau. Un gâteau d'accueil. Waouh! Une autre voisine, quelques jours après, qui est toujours une amie d'ailleurs, qui vient se présenter en disant « Bonjour, j'ai entendu parler français et je parle » et voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est toujours une amie aussi. Des rencontres incroyables, ouais. Donc globalement, ça s'est vraiment très bien passé. Oui, alors il y a eu des moments difficiles quand je me suis retrouvée dans la rue avec mes 3 petits bouts. Ça n'a pas toujours été simple parce que j'avais du mal à me débrouiller toute seule. Donc des petits moments de solitude, mais c'est vrai que ça s'est vite réglé. On a été vite entourés quand même. Ouais. Est-ce que tu as noté des différences par rapport à la France? Il y a eu un temps d'adaptation. Est-ce que tu as un souvenir sur ces premières années? Alors, je débarquais en bonne petite Française qui a des jeunes enfants qui veut les mettre en nourrice pour aller travailler. Et j'ai fait les démarches. J'ai trouvé une place en nourrice et on m'a regardé avec des yeux. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais une chose pareille? C'est pas possible. Élève tes enfants. Et j'avoue que ça a duré des années avant que je comprenne ce qu'il voulait dire. Moi, je voulais aller travailler. Ouais. Et donc, la nourrice, ça a été une expérience courte. Et après, je me suis dit, il va falloir réfléchir autrement. On n'est plus en France. Donc, le système de garde n'est pas le même. Et il va falloir que je sois beaucoup plus à la maison ou bien que je construise mon métier sur mesure. Donc là, tu arrives en 2005. J'imagine que quand vous partez en Allemagne, tu quittes ton boulot, etc. Et puis tu arrives comme ça à Munich. C'est ça. Comment ça se passe d'un point de vue professionnel? Là, c'est 15 ans, tu retravailles tout de suite, ou tu restes à la maison justement parce qu'il faut s'occuper des enfants? Oui, non, j'étais pas capable de travailler tout de suite parce que j'avais pas la langue de toute façon. Donc la première mission, c'était vraiment d'apprendre. Et puis j'ai fait beaucoup de bénévolat avec Munich Accueil notamment. J'ai donné des cours aussi dans un centre pour personnes âgées, des cours de français. J'ai fait des petites choses comme ça pour m'occuper parce que rester à la maison toute la journée avec un bébé, je pouvais pas. Mais tu as eu aussi un 4e enfant pendant que tu étais en Allemagne. Oui. C'est vrai. Tu l'as oublié. Donc notre 4e, elle est née en 2009. Et oui, ça m'a bien occupée aussi en fait. Dans ce laps de temps, j'ai moins cherché de travail, j'avoue. Et après, on est parti en fait à Düsseldorf. Et c'est en 2012 en fait que j'ai créé mon entreprise. Oui, la petite dernière grandissait, rentre au kindergarten et il fallait que je m'occupe, fallait que je fasse autre chose. Donc j'ai réfléchi à créer mon entreprise. Jusqu'à ce moment-là, je commercialisais un petit peu le champagne de la famille
à notre réseau, à nos connaissances. Et puis là, j'ai dit, après tout, pourquoi pas se professionnaliser un petit peu et faire quelque chose d'un peu plus structuré. Donc, alors, excuse-moi, je vais t'interrompre parce qu'il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que si je me souviens bien, on a parlé de ton mari, et tu l'as décrit comme germanophone, germanophile, mais on a oublié de parler à ce moment-là du champagne. Et oui, alors est-ce que tu peux nous dire finalement d'où le premier lien avec tout ça, et d'où te vient l'idée de vendre le champagne, puisque pour le coup les activités que tu avais avant, bon, à part le commerce international, on comprend le lien, n'avaient rien à voir avec ce produit là. En effet, c'est vrai que j'ai découvert le champagne avec mon mari, en fait, parce que au-delà d'être germanophile, il est surtout champenois. Sa famille est originaire de Champagne. Ses grands-parents étaient agriculteurs au sud d'Épernay, et ils ont eu en fait l'autorisation dans les années 60 de planter 3 hectares, donc qui sont devenus appellation Champagne. Et c'est comme ça qu'est né le champagne de la famille. Et en fait, les parents de mon mari qui habitent à Nantes vendent leur production du côté de Nantes, dans le Grand Ouest. Et je me suis dit, pourquoi pas vendre aussi le champagne de la famille en Allemagne, un autre marché. Donc tu crées l'entreprise en 2012. Est-ce que c'est compliqué? Combien de temps ça se prend? Tu vas chercher de l'aide où? Là, je parle bien entendu d'un point de vue plus, on va dire, administratif, création d'entreprise. Oui, alors la première phase, c'est vraiment une phase de pêche à l'info. Hein. J'ai cherché, je me suis informée, je suis allée à des réunions, j'ai pris des contacts avec la chambre de commerce, avec le bureau de Business France à Düsseldorf, qui m'ont donné tellement de conseils pour comment faire, comment s'y prendre, que ce soit au niveau fiscal, au niveau du statut, tout simplement de l'entreprise, que ce soit l'étude du marché, le business plan à faire, toutes ces questions. J'ai posé énormément de questions et qui m'ont guidée en fait, mais je me suis toujours sentie bien accueillie. J'avais un petit peu peur de passer pour la petite débutante qui veut faire un truc et qui comprend rien, mais je suis toujours tombée face à des personnes très ouvertes, patientes, et qui m'ont encouragée en fait en disant c'est une belle idée, vas-y fonce quoi. Et ça m'a beaucoup aidée. Je pense que ça m'a guidée, et j'avais aussi le soutien de mon mari. Je pense que quand on se lance dans une aventure comme ça, on le fait pas tout seul. Non, mais c'est mieux, oui, d'être soutenu par ses proches, effectivement. C'est ça. Et au niveau de tout ce qui est législation, puisque là j'imagine que c'est de l'alcool et tu fais de l'exportation, tu te renseignes comment à ce moment-là? C'est vrai que c'est encore une autre administration à apprendre, je dirais. J'étais en contact avec les douanes de Düsseldorf qui, pareil, ont passé beaucoup de temps avec moi à m'expliquer comment ça marche, à m'enregistrer sur... il y a un site en ligne, mais si on ne sait pas qu'il existe, on n'y va pas. Donc à comprendre toutes ces notions, comment m'y prendre, comment devenir importatrice en fait vraiment, entre la déclaration de douane, l'apuration de la douane, le paiement des taxes. Il n'y a pas de taxes sur les vins en Allemagne, mais il y a des taxes sur les vins mousseux, les pétillants. Donc une taxe assez élevée. Donc celle-ci, il faut la déclarer aussi. Et ça s'invente pas si on le sait pas. On le fait pas. Donc voilà, j'ai appris toutes ces choses-là en posant des questions surtout, et en étant très très bien accompagnée. Et de façon gratuite en fait. C'était vraiment des conseils. J'appelais les douanes et j'avais toujours un interlocuteur en face de moi pour m'expliquer quoi. Et en prenant le temps, parce que en plus mon niveau d'allemand n'était pas suffisant pour tout comprendre du premier coup. Donc j'ai passé mon temps à reformuler ce qu'on me disait pour être sûre d'avoir bien compris. Donc chapeau, parce qu'il fallait être patient, et je crois que j'ai essayé, en tout cas à chaque fois que je téléphonais, de remercier pour la patience. Non, mais t'as été très ténace, et en plus c'est un langage tout à fait particulier, tu vois, hormis le fait de parler bien ou mal allemand. Enfin, je pense que même dans ton langage à toi, l'administration c'est pas forcément le plus facile. C'est vrai, c'est pas ma petite voisine avec nos comptes de l'après-midi qui m'a appris ce vocabulaire, c'est vrai. Entre l'idée et l'envie de créer la boîte et finalement la création de l'entreprise, il se passe à peu près combien de temps? Ça a été assez vite en fait. Je dirais le temps de fabriquer un business plan qui ressemble un petit peu à quelque chose, avec quelques idées, avec un petit bilan sur l'état du marché. Je dirais qu'en 2-3 mois, ça s'était fait. Et ensuite, ce qui va le plus vite, c'est de signer la formalité, les 20 € qu'on donne pour signer un petit bout de papier qui dit qu'on a, ça y est, créé une entreprise.
Bon, bah là, c'est là que tout commence, quoi. Hein, on n'a encore rien fait. Donc c'est assez après qu'il faut être patient et avoir à chaque question qui se pose, trouver la réponse et créer le chemin à suivre. Et tu développes comment ton activité? Tu avais déjà un site à cette époque-là ou ça vient plus tard? Comment tu démarches les gens? Comment tu te fais connaître? Non, j'ai eu la chance d'avoir une amie à Düsseldorf qui m'a aidée à créer mon site. En fait, dès la première année, je l'ai lancé et en parallèle de mes petites activités que je mettais en place. Alors, c'était des dégustations, des rencontres. Bon, c'était encore assez familial, hein, et pas mal de bricolage. Je dirais, je rencontrais des gens et vous faites du champagne? Bon, bah, voilà, j'en voudrais. C'était assez familial, je dirais. Mais comme c'est un produit plutôt sympa, ça passe bien. Et donc là, au final, vous restez que 2 ans à Düsseldorf et vous rentrez à Munich. Et à Munich, tu emportes donc cette activité avec toi? Oui, j'avais envie de relancer. Il a fallu tout recréer ici, hein, parce qu'on changeait de land, donc il fallait recréer la démarche. Mais bon, encore une fois, cette démarche, c'est la plus simple. Ensuite, c'est de recréer un réseau et un fichier client. Ça, c'est plus compliqué. Donc oui, on a redémarré. Bon, j'ai gardé quand même des clients de Düsseldorf. Mais oui, il a fallu redémarrer ici et même démarche, mais tu repars à zéro, quoi. Voilà, c'est ça. On repart juste à zéro. On en reparle. Et alors maintenant, disons que ça se développe un petit peu. Donc il y a toujours beaucoup de particuliers, mais j'essaie de développer un peu tout ce qui est professionnel. Donc les démarches dans la restauration, chez les cavistes, tout ça, ça s'ouvre un petit peu. Et puis on espère développer encore. Et donc là, tu t'arrêtes pas en fait ici parce que tu aurais pu te contenter, voilà, de vendre le champagne. Tu m'as dit tout à l'heure, là, quand on préparait l'interview, j'ai remonté la chaîne, en fait. C'est vrai. Tu peux nous en dire plus? Ouais, j'ai commencé par la fin, en fait, par la commercialisation du champagne, mais en fait, je voulais gagner en authenticité et puis, ce que j'aimais pas, c'est comment on fabrique du champagne et puis d'où viennent les raisins. Donc, la vigne aussi. Et ça me tenait vraiment à cœur, ça, d'aller découvrir tout ça. Donc, je me suis décidée en 2016, en fait, de suivre une formation pour passer un bac, en fait, un bac agricole, un bac pro qui s'appelle Conduite et gestion d'une exploitation agricole avec option vigne et vin. Ça me parlait. Et donc, j'ai suivi cette formation par correspondance. Et j'ai eu... ça prend combien de temps, excuse-moi? Un an? C'était 1 an et demi, parce qu'en fait, je me suis inscrite en milieu de première, comme si j'étais en première, on va dire. Et donc, donc la fin de ma première et la terminale. Tout ça avec 8 semaines de stage que j'ai suivi donc en Champagne et à Beaune. Et en fait, j'ai adoré, quoi. J'étais aussi bien dans les chais que dans les vignes et c'était des grands moments, même si ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens notamment d'un moment en Champagne où, au bout de ma 2e jour de présence, j'ai été bisutée. Et là, c'était un grand moment de solitude. Et c'est vrai que j'étais stagiaire, mais déjà avec des cheveux blancs. Je m'attendais pas à ça. Et je me suis retrouvée la petite stagiaire qui faisait bisuter. Mais c'était formateur. J'étais encore plus forte après, plus motivée que jamais. Et le bisutage, tu veux pas parler de ce qui se passait? Oh, si, parce que avec le recul, c'est drôle. En fait, on était donc dans un petit village, dans une coopérative, et puis l'œnologue en place me dit bon, maintenant il faut que tu ailles chercher la clé à remonter le Mar. Mais elle est pas chez nous. Elle est chez un autre vigneron dans le village. Voilà, et j'ai fait le tour du village en fait. En cherchant, en demandant à chaque propriétaire Viti la clé à remonter le Mar, et à chaque fois, il fallait que je boive un coup. Et moi, j'étais en mission, quoi. Hein, donc, il fallait que je la trouve cette clé. Donc, j'étais hyper sérieuse. Non, tu pouvais pas dire non. Bah oui, c'était mal poli. Non, mais je voulais pas en prendre trop non plus, quoi. Fallait que je fasse le tour du village. Et en fait, au bout je crois que c'est le 4e vigneron me dit, mais c'est une blague. Oh, grand moment de solitude. Bon, voilà, j'avais découvert tous les champagnes du village. Mais tu dirais, enfin, c'est quand même une révélation là d'aller sur le terrain et. Ah vraiment, ouais, j'ai adoré. Autant avec l'œnologue dans les chais pour sentir, goûter, découvrir, écouter même la fermentation malolactique qui se met en place, toutes ces choses-là, c'était de la découverte, c'était génial. Et puis dans les vignes, hein, que ce soit la récolte, la taille, mais aussi planter des piquets. Hein. En Bourgogne, j'ai fait 15 jours de plantage de piquets et de relevé de fil de fer. Physiquement,
vraiment dur, mais une forme de communion avec la nature qui est super sympa. J'adore. Ouais. Et à ce moment-là, quand tu fais le bac pro, tu as déjà l'idée de reprendre, de t'occuper des vignes de la famille, ou ça vient en fait après ou en parallèle de la formation? Ça vient au fur et à mesure en fait que la formation avance finalement, parce que j'ai découvert par les stages aussi le champagne aussi de la famille et sa fabrication. Donc ça s'est fait au fil du temps de façon très naturelle finalement. Et c'est vrai que du coup après j'ai eu mon diplôme en 2018 et j'ai pu reprendre dans la foulée une partie en fait des vignes familiales, et j'ai fait ma première récolte en fait en 2019. Donc c'est tout frais. J'ai encore pas récupéré mes premières bouteilles. Elles sont prêtes quand? Donc comment ça se passe? Combien de temps entre la première récolte et... Alors, ça dépend des cuvées, j'imagine. Mais... Oui, ça dépend des cuvées. C'est la législation du champagne en fait qui impose son cahier des charges. Sur des cuvées traditionnelles, il faut 18 mois minimum en cave. Et puis sur les millésimes, c'est minimum 3 ans. Nous, on fait en général plutôt 5 ans. Donc sur les millésimes, je les verrai pas avant 4-5 ans. Ok. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant ce que tu fais? Donc, tu m'as dit que tu es maintenant à peu près tous les 2 mois en Champagne. Oui, là, j'y suis pas allée en fait depuis septembre. C'était la récolte en septembre. Ensuite, il se passe pas grand-chose. Jusqu'au mois de mars, il se passe pas grand-chose. La semaine prochaine, j'y vais pour tailler les vignes. Avant que la sève remonte dans les pieds. Donc là, c'est une bonne semaine, voire 10 jours de travail dans les vignes. Ensuite, je reviens à Épernay, toujours sur la partie plutôt commercialisation, développement. Et puis, en gros, jusque septembre, oui, je vais y aller à peu près tous les 2 mois, m'approvisionner, revoir les cuvées, déguster les vins clairs pour faire les assemblages, et puis aussi habiller les bouteilles et en ramener, quoi. À chaque fois, je pars avec ma voiture vide et je reviens avec la voiture pleine. Bon, au moment de Noël, je fais passer un transporteur quand même avec des palettes, parce qu'il en faut un petit peu plus que ma voiture. Mais voilà, donc jusqu'à septembre, après, j'y vais régulièrement. Et j'ai la chance d'avoir un cousin sur place qui s'occupe de tout ce que je ne fais pas, en fait, de tout ce que je peux pas faire dans les vignes. Donc ça, c'est super, quoi. Il peut la surveiller au quotidien et c'est vraiment une chance. Oui, parce que bon, la météo, c'est pas très, on va dire, précis, puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment en face et qui regarde tes vignes avec ses propres yeux, j'imagine que ça change tout. Ouais. Comment ça se passe là, ce que tu vas faire dans quelques jours? Tu vas tailler tes vignes, vous êtes plusieurs Je suis toute seule dans les vignes. Bon, j'ai une petite parcelle, donc en 6-7 jours, si tout va bien, ça devrait être fait. Alors j'ai mon sécateur et j'ai ma grande tenaille et je suis toute seule dans mes vignes, voilà, pendant des grandes journées. J'espère des grandes journées, parce que s'il pleut, les journées sont plus courtes. Et je me réjouis, c'est vraiment un bon moment. Et autre grande étape, donc tu le disais, c'est la vendange, donc fin août, début septembre. Ça vous prend combien de temps? Comment ça se passe? Cette fois-ci, t'es pas toute seule pour la vendange? Non, là on est plusieurs, et effectivement, et je fais avec mon cousin aussi sur place, et c'est 10 jours à peu près. Ça dure 10 jours en tout. Très très belle ambiance, beaucoup de travail. À 8h on commence dans les vignes, et puis à 10h c'est la première pause, la baguette, les rillettes, et puis le verre de champagne qui va avec. Il faut prendre des forces. Et 2 heures après, à midi on refait une pause, on fait un bon petit repas au champagne bien sûr. On reprend le travail dans les vignes, et à 15h on fait une pause au champagne bien sûr, et on finit la journée à 17h30, 18h, et le soir on a un bon repas au champagne, bien sûr. Donc ça donne envie comme ça. C'est une période difficile, parce que physiquement, c'est des gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, au bout de 3 jours, j'ai des courbatures même dans les orteils, quoi, des muscles qu'on soupçonne pas. mais à côté de ça, une très très belle ambiance. Et puis c'est le travail d'une année, quoi. Donc il y a une espèce d'émulsion, une euphorie communicante et hyper agréable. Donc, en plus de cette formation, que tu fais pour élargir le spectre de tes activités, il y a une nouveauté là depuis quelques mois. C'est d'ailleurs là où on enregistre le podcast. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc on est dans mon caveau de dégustation en fait, qui était jusqu'à cet été une pièce où je stockais mes bouteilles et mes caisses, et c'est tout.
juste une mini pièce. Et en fait, il y avait un sauna dans cette pièce. Et on a, après 5 ans en fait de vie ici où on l'a jamais utilisé, on a dit allez, on enlève ce sauna et ce sera ma salle de dégustation. Donc, à la place du sauna, il y a maintenant un joli petit salon avec canapé, avec petite table, et puis j'ai un bar, et puis des étagères à bouteilles et des tables hautes où on se sent en général plutôt bien. Et donc là, l'idée, j'imagine, c'est de recevoir des clients potentiels pour qu'ils viennent déguster tous tes vins. Et hormis ça, tu me disais qu'il y avait aussi possibilité de privatiser l'endroit. Ouais, c'est ça. Donc je fais des dégustations régulièrement ici. Alors soit sur rendez-vous, soit le vendredi après-midi, je suis ouverte tout le temps. Et puis il y a aussi possibilité de privatiser la pièce, hein. Donc entre amis, entre collègues, peu importe. Moi, je peux faire une petite animation, dégustation, et puis après je laisse mon caveau à disposition pour une soirée privée, tout simplement. Ouais. Et autre chose qui peut être intéressant, donc pour, je pense plus dans le cadre d'une entreprise, etc. Tu me disais que tu pouvais aussi animer des manifestations, enfin à l'extérieur dans des entreprises sur un sujet en particulier, bon, naturellement autour du vin quand même, ouais. Pas n'importe quel sujet, mais oui, j'ai fait des soirées comme ça, team building en fait, hein, pour des entreprises. La thématique est à définir ensemble avant. C'est soit Tour de France, soit la Loire, ou soirée Champagne, ou peu importe, hein, Champagne-Bourgogne ou Bourgogne versus Bordeaux. Tout est possible, et ce sont des soirées en général qui sont appréciées, par les entreprises, le monde de l'entreprise. On parlait aussi à un moment donné, tu me disais que tu avais changé tes étiquettes, ton logo. La première fois, tu passes tout de suite par un spécialiste pour l'habillage des bouteilles. Là, tu changes. Enfin, comment ça se fait la réflexion autour de l'image visuelle, on va dire. Ouais, non, la première fois, c'était très très familial et amical, je dirais, parce que c'est une amie qui aime dessiner tout simplement, et je lui avais dit je voudrais des vignes mais avec des traits, quelque chose de très pur, très simple, avec juste HD pour Ata Decker dedans. Voilà, elle m'avait fait un croquis et je l'ai utilisé. C'était bien pour commencer, mais c'était très artisanal encore, hein. Et là, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus professionnel quand même. Je suis passée par un imprimeur qui m'a aidé sur le design, et j'ai créé un écusson. Alors, le nouveau logo avec écusson qui donne, j'espère, un peu plus d'identité et de classe, voilà, au produit. Et tu gardes effectivement, maintenant je vois quand même cette idée des lignes de vignes, en fait, qu'on retrouve dans l'autre étiquette aussi. Oui, c'est ça. Ces vignes, elles sont importantes pour moi parce qu'en plus, nos vignes sont situées, tu vois, en face de toi, là, sur la fenêtre. J'ai fait imprimer sur un store nos vignes, et qui donne sur l'église du village, qui est symbole aussi de nos capsules, de notre champagne. Et être dans les vignes, pour moi, c'est pas que boire du champagne, c'est être dans les vignes aussi. Et j'aime cette idée, ouais. On a bien compris, mais bon, alors voilà, aller dans les vignes, les visiter, mais avant, j'aimerais bien que tu nous présentes ta gamme, parce que t'as pas juste un type de champagne. Et peut-être pour que les auditeurs aient une meilleure idée, puisque bon, s'il y a différents types de champagne, c'est qu'ils ont différents attributs. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement chaque gamme, et puis peut-être expliquer, enfin, c'est quoi la caractéristique et à qui ça va plaire, ou avec quel type de mets ce serait plus adapté? Oui, alors en gros, bon, on a la première cuvée, hein, qui est un brut tradition. Les 3 cépages traditionnels en Champagne, hein, c'est le Pinot Noir, le Chardonnay et le Meunier. Alors nous, dans nos vignes, on a très très peu de Pinot Noir, donc en général, nos cuvées sont très très peu dosées en Pinot Noir. Pour cette cuvée, on a 5% de Pinot Noir, on est à 40% de Chardonnay et 55% de Meunier. Et là, c'est une cuvée assez ronde, alors qui va bien, je dirais, pour toutes les occasions, quoi, pour les fêtes, pour l'apéritif, pour les grandes tablées, c'est le plus rond, je dirais, le plus accessible en fait, hein. Et excuse-moi, j'ai peut-être posé une question un peu bête, mais sur la même parcelle, tu peux avoir des cépages différents.
Alors oui et non. Non, par ligne, on est plutôt sur la parcelle que j'ai là, je suis plus sur du meunier. Ensuite, j'ai la chance de travailler avec une coopérative qui peut amener le chardonnay qui va me manquer. Mais sur une autre parcelle, je vais avoir que du chardonnay par exemple. Donc d'accord. Ça permet de faire sinon après je me dis comment tu fais pour te retrouver. Après on fait nos assemblages, mais en général une parcelle c'est plutôt un cépage. Merci. Donc ça, c'est pour le tradition. Ça, c'est le tradition. Ensuite, on a le blanc de blanc, en fait, qui est 100% chardonnay. Alors, on est au sud d'Épernay, sur les côtes au sud d'Épernay, et c'est juste à l'entrée, en fait, de la côte des Blancs. Donc, on a les meilleurs chardonnays dans ce coin-là. La terre est idéale pour les chardonnays. Et donc le chardonnay, le blanc de blanc, il est un peu plus acide, hein, c'est dû au chardonnay. Il va s'accompagner très très bien de tout ce qui est fruits de mer, plutôt coquilles Saint-Jacques, crevettes. Moi je l'aime beaucoup avec des coquilles Saint-Jacques au beurre blanc, spécialité de ma belle-mère et de mon mari d'ailleurs. J'adore. Et les crevettes au champagne aussi, je me rappelle. C'est vrai. Ensuite on a le rosé. Alors le rosé c'est le même assemblage en fait que le Brut Tradition et dans lequel on a rajouté du vin rouge qu'on fait nous-mêmes aussi, hein. Pour lui donner cette jolie couleur en fait rosée. Alors il est un peu plus dosé, un peu plus sucré. Moi je l'aime beaucoup en fait avec des desserts de fruits rouges par exemple. Un crumble aux fruits rouges, ça c'est merveilleux. Un baiser aux fruits rouges, ça passe très très bien avec le rosé. Voilà, ça ce sont les cuvées classiques. Ensuite, on a les cuvées prestige. Tout d'abord le millésime. En ce moment, je suis sur un millésime 2009, sachant que les millésimes, on n'en a pas tous les ans, hein. On aura du millésime que quand l'année est très très bonne, hein. Une année exceptionnelle, voilà. Donc là je suis sur de 2009. Bon, ça gagne en longueur, hein, le millésime, et l'assemblage sur le millésime. Là, on est en majorité de chardonnay, 70%. Et ensuite, alors j'ai créé il y a 2 ans une cuvée que j'ai nommée cuvée Simone et Robert, en hommage aux grands-parents qui ont planté les vignes dans les années 60. Et cette cuvée, c'est un millésime aussi, mais qui a vieilli en fût de chêne. Il est passé à peu près 6 mois en fût de chêne et ça lui donne une petite note boisée que j'aime beaucoup. Et il s'accompagnera très très bien d'une viande, hein, par exemple, comme un vin rouge. Ensuite, et l'année dernière, en fait, j'ai créé donc cette dernière cuvée. C'est un 100% meunier. Blanc de noir donc, et en brut nature. Brut nature, ça veut dire sans dosage. C'est un zéro dosage. Et c'est exceptionnel. Je l'aime beaucoup parce que on a le fruit pur, en fait, hein, à la dégustation. Bon, les meuniers sont exceptionnels et donc on a fait des essais de dosage, en fait, qu'on a goûté 6 mois après et on s'est dit que ça allait tenir la route sans sucre. Et ça tient très très bien la route et il marche très très bien. C'est vrai qu'il plaît beaucoup. Il est beaucoup plus sec, bien sûr, hein. Alors peut-être qu'il conviendra pas au bec sucré, mais c'est un produit tendance, hein, qui plaît beaucoup et qui marche très très bien. Et donc si vous voulez venir essayer tout ça, c'est très simple. Je vais donner le lien vers ton site, ton mail, et il suffit de prendre rendez-vous. Donc j'imagine avec toi pour. Exactement, avec plaisir, je vous reçois dans ma cave et on discute de toutes ces cuvées, de tout ce que vous voulez, et on goûte tout ce qu'on veut aussi. Quelle est ta vision là pour les années à venir? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets, hein? Je souhaite me développer. Mon idée pour 2020 est de gagner un peu plus le marché allemand et non pas seulement bavarois. Donc là, j'ai déjà prévu d'être sur Düsseldorf en fin d'année, et puis je cherche également des agents sur d'autres villes allemandes, hein. J'aimerais bien pouvoir ouvrir sur quelque chose sur non pas ouvrir, mais vendre sur Hambourg, sur Berlin, voilà, avoir développé vraiment le marché allemand. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'en suis aux prémices. Et oui, et dans ce cas-là, quand tu veux te développer à l'extérieur, ouais, il faut que tu aies un relais, c'est ça, sur place, et qui fasse le démarchage. Quand tu parles d'agent, en fait, oui, pour se développer, ouais. C'est trouver un référent sur place. C'est ça. J'aimerais trouver quelqu'un sur place qui développe tout simplement le marché. Je fais tout moi-même jusqu'à maintenant, et c'est vrai que malheureusement mes journées sont quand même limité. Je pourrais pas, enfin voilà, je me vois bien aller un jour à Berlin former quelqu'un, ou oui, aussi faut discuter, rencontrer quelqu'un, ou à Hambourg, ou il y a des choses à faire, c'est sûr, mais voilà, développer des réseaux de croissance, quoi.
Non, puis c'est ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Quand on est solo entrepreneur, on peut pas être sur tous les fronts tout le temps, partout. Et puis bon, avec toute la partie aussi plus pratique que tu as reprise, c'est en plus c'est beaucoup de travail. Ouais. Ça en rajoute un petit peu. Et puis 4 enfants accessoirement aussi. Mais... à côté. Au final, maintenant, avec le recul, cette opportunité de partir en Allemagne, qui n'était pas forcément hyper attractive au début, tu la regardes comment? Je crois que c'était une chance parce qu'il fallait absolument se remettre en question, quoi. Hein. Je pouvais pas me permettre de suivre la vie et suivre la vie qui décide pour nous. J'ai créé en fait mon job sur mesure. Je l'ai adapté. Je peux m'occuper de mes enfants tout en travaillant quand je veux. Et ça, c'est un luxe incroyable. Et en plus, je fais ce que j'aime. Donc, c'est la plus belle des opportunités que j'ai pu avoir. Ouais. Et aux gens qui hésitent à entreprendre, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors moi, par exemple, il y a quelque chose que j'entends souvent, c'est que ce qui fait très très peur aux gens, c'est le côté administratif, tu vois, la paperasserie, etc. Ouais. Quels seraient tes conseils ou qu'est-ce que tu as envie de dire, voilà, ouais, qui voudrait se lancer? C'est vrai que c'est énorme cette partie administrative, mais je pense que faut surtout pas y penser en fait. Et il faut se lancer. Et parfois on n'ose pas se lancer parce qu'on sait pas par quoi commencer. Mais en fait, il faut juste se lancer et puis les choses elles viennent naturellement, quoi. Et une chose après l'autre, on va les traiter. Alors ce qu'il faut pas, c'est être trop impatient parce que ça prend du temps tout ça. Mais juste y aller, quoi. Surtout pas regretter et se lancer. Et puis, ouais, une chose après l'autre, on va les traiter. Faut juste aller vers ce qu'on aime. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est difficile en regardant comme ça? En fait, quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, comment j'ai fait tout ça? Et c'est vrai que si j'avais su toutes les énergies qu'il faut, peut-être que j'aurais été freinée à un moment donné. Donc, faut pas y penser. Être un petit peu inconscient. Ouais, mais c'est tellement bon, quoi, d'être inconscient finalement. Et puis chaque jour suffit sa peine et il faut y aller. Mais faut avoir l'énergie, faut être motivé, c'est clair. Et puis il faut être accompagné. Mon mari a toujours été là pour moi, il m'a toujours soutenu et d'ailleurs encore aujourd'hui, j'aime bien dire que c'est mon CFO, il gère ma finance et heureusement parce que c'est pas ce que j'aime le plus. Donc être soutenu c'est vraiment important et puis y croire et puis être motivé, quoi, et puis avoir la pêche en fait. Non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'écoutais un podcast je crois ce matin et la personne disait non mais en fait on pense que l'énergie on a un stock limité, mais en fait non. Et que si t'es vraiment passionné par ce que tu fais, en fait ça démultiplie ton énergie et que en fait ça dépend aussi beaucoup de ce que tu fais, si c'est quelque chose que t'aimes, etc. Et qu'après quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu peux peut-être bosser 2 fois plus, mais sans pour autant être fatigué parce que t'es animé par ta passion. Exactement, c'est ça en fait. C'est vrai que c'est multiplicateur, quoi. Et c'est sympa parce que quand on sait pas forcément ce qu'on aime, on s'en rend très vite compte. Quand l'énergie se développe, on se dit ouais, c'était ça. Donc oui, c'est ça, faut y aller, puis faut tenter pour être sûr, quoi, que c'est ce qu'on aime finalement. Donc là, on est, alors prononce-moi le nom de la ville, Schäftlarn, ouais. parce que j'inverse les lettres à chaque fois. D'accord. Donc à quelques pas de Starnberg, jolie région. On a l'impression d'être en pleine campagne, c'est ce que je te disais en arrivant. On y est d'ailleurs. Sans être pour autant très très loin de Munich. Ouais. Donc je finis toujours par tes bonnes adresses et voilà en bonne française. Est-ce que tu aurais quelques restaurants sympas à nous conseiller et puis peut-être des endroits où on peut boire ton champagne? Alors moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup? Oui, alors un endroit où on peut pas trouver mon champagne, c'est un Biergarten, mais on reste dans les bulles. À Poulard, il y a le Vavi, on l'appelle le Vavi, c'est le Waldwirtschaft. Il est magnifique ce Biergarten. Il est en plus l'été, il y a toujours un groupe ou un jazz band qui joue sur un kiosque en plein milieu du Biergarten avec une vue en plus imprenable sur la vallée de l'Isar. Et j'adore aller là-bas. Alors c'est pas de la gastronomie, mais une bonne bière avec avec de l'opazda et un bretzel, ça passe toujours bien. Ensuite, comme bonnes adresses, moi toujours à Poulard, j'ai la Villa Antica par exemple que j'aime beaucoup. C'est
un Italien, mais qui sert aussi du champagne, du très bon champagne. Depuis plusieurs années, ils sont clients en fait de blanc là-bas. Donc voilà, et je trouve qu'on y est bien. Ensuite, peut-être une ou deux adresses à Munich. Oui, alors pour revenir sur mon champagne, il y a le Café Dominique qui vient qui a ajouté sur sa carte deux cuvées en fait, la cuvée Simone et Robert et le rosé. Et le Café Dominique, il est sur la Brennerstrasse, on le repère pas bien comme ça, il est dans une petite cour intérieure, donc faut le connaître pour y aller. Mais Café Dominique dans la Brennerhof, c'est un endroit sympa. Ouais, le lieu est sympa. Et puis après, en été, quand il fait beau, la cour intérieure, justement, comme c'est un peu caché et tout, c'est un endroit calme, ensoleillé. Voilà, on n'y tombe pas par hasard, mais après, on y est bien. Ça. Et puis bientôt, je croise les doigts, je vais peut-être être sur la carte du café Louis de Paul, donc juste en face, en fait. Ouais. Et c'est toujours une bonne adresse. Oui, puis bon, là pour le coup, plus facile à trouver. Là, tout le monde sait. Un lieu coup de cœur dont tu aimerais parler, dans ou à l'extérieur de Munich? Alors, dans Munich, je vais pas être très très originale, mais quand je vais en ville, en fait, j'y vais en transport en commun en général. Et j'arrive avec le S-Bahn, le S7, et directement à la Marienplatz, et je monte l'escalator, et je lève la tête, et je vois ce magnifique édifice d'hôtel de ville, et j'adore. Je souris, je le regarde, j'adore. C'est beau, et à toutes les saisons. Donc ça, c'est toujours un bon moment. Ensuite, à l'extérieur de Munich, bien sûr, on est au pied du lac de Starnberg. Donc, nous, c'est en vélo qu'on le fait. Et s'y balader, soit à pied, soit en vélo, c'est en plus quand le temps est dégagé, qu'on a vu sur les montagnes, c'est toujours assez magique. J'aime beaucoup aussi aller du côté du Walchensee. Après le Kochelheimsee, on a le Herzogstand, c'est un sommet là-bas, où on a une vue imprenable sur les lacs de la région. C'est très très joli. La Bavière, c'est quand même incroyable. Comme tu le sais, le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Si tu avais des couleurs ou des adjectifs ou un endroit pour résumer ton Munich à toi, ce serait quoi? Mon Munich à moi, en fait, c'est la campagne. Parce que c'est une ville, mais c'est une ville à la campagne. C'est une ville avec tous les avantages de la campagne, sans les inconvénients de la ville. Et c'est ce que j'aime dans cette ville. Je trouve que cette ville est en communion avec la nature. Je trouve qu'on y respire la nature partout. Elle vit au fil des saisons. Je trouve que ce soit dans les vitrines des magasins ou dans la rue ou dans les parcs, partout, je trouve qu'on ressent les saisons. Et c'est une des premières choses qui m'a marquée quand je suis arrivée. C'est ce sentiment de ressentir vraiment les saisons, beaucoup plus fort que ce que j'ai pu vivre en France. Et j'aime cette communion en fait avec la nature et cette verdure. Le vert, ce serait le premier adjectif. Avoir des arbres comme ça partout, au cœur de la ville, pour moi, c'est un luxe exceptionnel. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui arrive à Munich, enfin un étranger francophone, et pour qu'il puisse s'intégrer, profiter de cette expérience? Mon premier conseil, et mon seul conseil, est pour ne pas passer à côté de quelque chose, c'est la langue. Il faut s'y mettre. Oui, c'est dur, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup, parce que sinon on passe à côté de la culture, et la culture est tellement riche en plus à Munich, ville quand même extrêmement traditionnelle, tellement de culture. Sans la langue, on passe à côté de quelque chose et on s'intègre pas. Alors l'objectif n'est pas toujours forcément de s'intégrer, je ne sais pas, mais si l'objectif est de s'intégrer et de vivre bien dans sa ville, pour moi, ça passe par la langue. Priorité absolue. Et dernière question, si demain tu devais partir ailleurs, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Oh là là, ça ce serait difficile. Ce qui me manquerait, c'est ma vie, tout simplement, parce qu'en fait, ici, on a créé notre vie, on l'a fabriquée sur mesure, en fait, avec ce qu'on voulait, avec la maison de nos rêves, avec le métier de nos rêves. Notre vie est devenue simple parce qu'on l'a organisée comme ça, et avec ses amis en plus autour, avec son entourage. C'est tout simplement ma vie et notre vie ici qui me manquerait. Mais de toute façon, vous comptez pas bouger, c'est pas dans les plans. Du tout. C'est vrai que j'aimerais bien me rapprocher un peu des vignes, mais on est trop bien ici, donc je vais continuer comme ça. Non, puis je trouve que de faire les allers-retours, c'est pas mal, comme ça tu peux avoir les deux. C'est ça, c'est le compromis. Écoute Valérie, je te remercie encore de m'avoir accueillie avec le champagne. Merci à toi Hélène, j'espère qu'il t'a plu.
Longue vie à ton projet et puis à une prochaine fois, à une autre occasion. Avec plaisir, merci Hélène. Un grand merci à Valérie pour cet échange. Vous retrouverez toutes les notes de l'épisode sur le site dessine-moi-Munich toutattaché.com. Je tenais à vous dire aujourd'hui que je pensais très fort à chacun de vous et vous souhaiter beaucoup de patience, de force et de courage pendant cette drôle de période. Le meilleur est à venir. C'est le moment de lire et d'écouter des podcasts. On met les adresses de côté pour en profiter quand les temps seront meilleurs. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut faire un épisode à distance sans problème. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.